Bon, je précise d'abord, je suis économiste, enfin je suis modérément économiste ou un économiste modéré, enfin je ne sais pas comment exactement dire, disons que ma discipline évoluant de manière très très particulière, où le réel étant devenu une contrainte qu'il faut absolument éliminer pour que les modèles tournent bien, bon, je n'ai pas trop suivi ça, donc j'essaie de me définir un petit peu différemment. Bon, enfin, ça sera quand même un point de vue d'économiste qui va vous être présenté sur cette question de ce qu'on appelle la compensation environnementale. Alors, j'ai pris ce terme d'offsetting, offset, qui est un terme qu'on voit de plus en plus souvent. C'est pas le seul, mais dans les instruments économiques écologiques, c'est-à-dire les instruments économiques qui sont conçus, qui sont pensés pour la gestion de l'environnement. Alors, un petit mot d'abord, mais Philippe Billet l'a évoqué ce matin, sur la compensation comme outil juridique. Probablement, en tout cas, une des premières occurrences de cette question de la compensation, en tant que compensation financière d'ailleurs très souvent, ce sont des affaires qui datent de la fin des années 80. C'est lié à la marée noire de l'Exxon Valdez, hein, et il s'agissait de fixer des niveaux de réparation, de fixer disons, compensations financières correspondant à la réparation d'une marée noire, d'une pollution. Et à cette époque, il y a eu tout un travail qui a été fait par différents économistes, y compris avec la caution scientifique d'un prix Nobel d'économie, pour faire ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire une évaluation monétaire des valeurs non marchandes, des dommages, pour fixer le niveau de la compensation. Donc la première chose, c'est un lien entre les compensations et évaluation monétaire de ce qu'on n'appelle pas encore, enfin, l'expression existe déjà, mais des services écosystémiques ou des dommages en tout cas qui ont été faits aux services écosystémiques qui va, disons, être le premier, premier élément de cette fameuse compensation financière ici. Et de manière intéressante, comment ça fonctionne? En fait, en partie, on a chiffré ce qui était chiffrable en termes de dommages de réparation directe. Et puis, pour tout ce qui n'était pas vraiment chiffrable directement, on a fait des enquêtes auprès de la population américaine en demandant quel serait le consentement à payer. On leur a fait un petit scénario en disant est-ce que vous seriez prêt chaque année, quel serait le montant que vous seriez prêt à consentir pour une taxe, et cette taxe consisterait à des actions de prévention qui auraient pour but de prévenir, d'éviter des futures marées noires. Et sur cette base, il y a eu des réponses, donc des résultats, et on a, c'est ce qu'on appelle le consentement à payer de la population, sous forme d'une taxe fictive qui pourrait, voilà. Et donc c'est comme ça que le premier élément de la compensation financière là, a été effectivement calculé. Les choses ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de difficultés de contestation. Enfin, les économistes connaissent bien ça, c'est que dès lors que vous rentrez dans ce qu'on appelle l'évaluation des valeurs indirectes ou des valeurs intangibles, c'est-à-dire ce qui n'a pas de marché, ce qui n'est pas directement susceptible d'avoir un coût de réparation équivalent, dès lors que ce sont, disons, des valeurs d'existence, des valeurs très différées dans le futur, vous avez des problèmes, bien évidemment, on arrive aux limites de la méthodologie économique. Et finalement, il y a automatiquement des contestations autour de l'estimation des valeurs non marchandes, qui des fois sont considérables dans les évaluations, c'est des fois plus importante que les valeurs marchandes, souvent même. Et en fait, l'usage jurisprudentiel aux États-Unis a évolué en faveur d'une évaluation physique des composantes de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus raisonné en termes de restauration écologique d'habitat naturel, c'est-à-dire qu'il fallait directement, plutôt que d'une compensation financière. Et d'une certaine manière, on a abandonné l'évaluation économique de l'équivalence. C'est-à-dire que nous avons, comme dit mes collègues Levrel et Mismer, dans un papier sorti cette année, nous avons une déséconomisation de la question de la compensation. Ce qui va plutôt à l'encontre de tout ce qui est raconté en général, où on nous explique qu'on a une économisation effectivement du monde, de la nature, de rapport à l'environnement. Donc là, on a le phénomène inverse. Et on en discutera, je vois qu'il y a Fabien Quétier dans la salle ici, enfin on pourra en discuter effectivement sur le principe contemporain de la compensation biodiversité,
nous sommes avec des restaurations écologiques qui sont... La restauration écologique vient bien avant l'évaluation monétaire. Elle est même souvent indépendante de l'évaluation monétaire. C'est-à-dire qu'on regarde quels sont les habitats qui ont été dégradés, détruits, quels sont ceux qu'il faut restaurer, quelles sont les équivalences qu'on peut trouver à dire de consultants et d'experts. Et bon, on en a discuté ce matin aussi. Mais c'est le premier point, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, on est passé au contraire dans une logique de déséconomisation, effectivement, de l'affaire de la compensation en tant qu'outil juridique. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, regardons un peu les questions de compensation, donc en termes d'offsetting et de neutralité. Donc vous voyez que là je ne parle plus de la compensation financière, compensation juridique, je parle vraiment de l'offsetting, au sens notamment qu'on va avoir dans des mécanismes comme la compensation aux biodiversités, REDD+, et autres. Alors, d'abord, il faut comprendre que la compensation, ça ne sert pas, ou ça ne sert que marginalement à, à avoir un objectif d'efficacité environnementale au sens de réduction des dommages, puisque c'est de la neutralité, ça sert d'abord à abaisser le coût social d'une politique. C'est-à-dire qu'on utilise des systèmes de compensation parce que le principe c'est, puisque finalement on vise la neutralité et qu'on va atteindre une neutralité, c'est équivalent, autant utiliser, commencer là où ça coûte le moins cher. Donc commencer là où on a des marges de progrès, ça coûte le moins cher, etc., plutôt que de demander des efforts à des gens des entreprises ou des acteurs qui sont au bout un petit peu qui n'ont pas beaucoup de marge de progression. Donc baisser le coût social, puisque si on agrège tout ça, au bout du compte, la société dans son ensemble, finalement, dépensera moins pour un même résultat. Donc c'est le principe de base, c'est d'abord un principe de baissement du coût social. Et ça, c'est typique des instruments, ce qu'on appelle de type cap and trade. Donc comme son nom l'indique, c'est un plafonnement par exemple, d'émissions, de pollution, ou éventuellement un plafonnement des captures totales admissibles pour la pêche, éventuellement, puisque ce principe vient d'abord être expérimenté dans le domaine des pêches, avant d'être pris dans le domaine du carbone et de la pollution. Et donc plafonnement et échange. Échange ensuite, effectivement, de droits, comme on va le voir. Donc, quel est le principe? C'est très simple, vous le connaissez tous, c'est une autorité, alors de manière autoritaire ou de manière concertée, etc., décide un plafond annuel ou sur plusieurs années, soit un plafond d'émissions de CO2, de particules fines, d'azote, peu importe, dioxyde de soufre, soit un maximum de poissons ou de bois, de poissons capturés ou de bois récoltés, et défini. Et à ce moment-là, une fois que ce plafond est défini, on attribue des droits. Ces droits sont des droits de propriété, c'est-à-dire ce sont des droits de faire un certain nombre d'actions, des droits de propriété, puisque l'acquisition de ces droits va permettre effectivement d'émettre, de capturer des poissons, de couper du bois, etc. Et on peut, effectivement, ces droits peuvent être attribués selon différentes modalités. La plus courante, c'est qu'on les donne. C'est le grandfathering, c'est-à-dire en fait, vous étiez un grand pollueur, vous avez toujours pollué, on va vous donner beaucoup de droits de pollution, on va vous donner moins, bien sûr, pour vous inciter quand même à baisser votre niveau, mais on considère qu'il ne faut pas de rupture brutale, l'effort serait trop grand. On peut également, généralement, c'est ce que les économistes aiment bien, c'est les mettre aux enchères, c'est-à-dire effectivement, dire ces droits, dorénavant, on va les mettre aux enchères, et donc on fait une bourse, pour que le plus offrant, effectivement, acquiert un certain nombre de droits, de lots de droits en tout cas, qui sont mis aux enchères. Bon. Alors, évidemment, le troisième étage de la fusée, c'est que l'agent qui n'utilise pas tous ses droits, donc de pollution ou autre, peut les céder à un autre agent qui, lui, a besoin de dépasser son quota. C'est-à-dire qu'il considère que, qu'il ne peut pas, ça lui coûte trop cher de respecter le quota qui lui est attribué ou qu'il a acquis aux enchères. Et éventuellement, il va avoir besoin, parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il a besoin de faire des investissements qui vont mettre du temps à faire des effets, il va avoir besoin, au moins de manière temporaire, à dépasser son quota. Voilà. Et alors évidemment, l'économie, la vertu de A compense le vice de B, ou le dépassement de B, si vous voulez. Donc on est devant un système, bon là on retrouve une question de neutralité. Alors, évidemment, la vente de droits engendre un surplus pour A, c'est-à-dire celui qui a économisé, qui a effectivement utilisé moins de droits qu'il n'en a acquis. Et généralement, c'est que peut-être l'investissement lui coûtait moins cher, et en tout cas, il était plus vertueux. Et donc il va y avoir un surplus pour A, parce que le produit de la vente des droits va lui rapporter plus que l'investissement nécessaire pour baisser les émissions.
Mais ça va être aussi un surplus pour B, parce que B aurait dû normalement payer des pénalités très importantes, mais en achetant des droits, ben, finalement, ça va lui coûter peut-être moins cher qu'un gros investissement qu'il aurait eu à faire pour se mettre en règle. Et d'une certaine manière, on dit que B, en général, achète du temps, c'est-à-dire que le temps de pouvoir trouver des solutions techniques ou autres, ou comportementales. Ou autres. Alors, cette régulation, une régulation efficace, alors quand je dis efficace, je vais aller très vite, c'est-à-dire en gros, il y a des tas de problèmes d'attribution des droits de propriété, bien sûr, c'est-à-dire qu'en gros, le système ne marche que si les droits de propriété sont bien attribués, si vous vous trompez, bon, on peut avoir des tas d'effets d'aubaine, et ça arrive tout le temps. Mais, en théorie, encore une fois, si le système est bien, pour prendre ce néologisme, designé ou établi en tout cas, est bien fichu, et c'est arrivé, ça arrive effectivement dans ce nombre de cas, ça peut être très incitatif pour l'investissement, pour un investissement effectivement vert et pour inciter à des efforts. Bon. Alors, on a bien sûr un risque d'effet d'aubaine, donc je viens d'en parler, qui est lié, ça c'est absolument inévitable. Et alors, point important, là aussi qui rejoint ce que je viens de dire à la fin de la première diapo. C'est que, contrairement à tout ce qu'une série de personnes peuvent raconter, et d'un ensemble de mythes qui se sont établis dans la pensée critique, le fait de socialiser, c'est-à-dire le fait, si vous voulez, de mettre en place un cap and trade, et j'insiste sur le cap and trade, hein, pas forcément un système de marché dont je parlerai en général, mais un marché basé sur du cap and trade, ça veut dire que vous avez une déprivatisation d'une certaine manière des droits sur l'environnement, c'est-à-dire que vous avez une socialisation des droits de propriété, et non une aggravation de ce qu'on peut appeler les enclosures, c'est-à-dire que vous n'avez pas une privatisation de l'environnement ni une privatisation de l'atmosphère, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que finalement, si vous réfléchissez bien, un propriétaire qui a une usine qui émet des polluants chimiques ou du CO2, eh bien, dans un système totalement libéral, au fond, il a des droits de propriété implicites totalement illimités. Il peut effectivement polluer absolument tant qu'il veut, pourvu qu'il n'y ait pas de réglementation qui le contraigne, et disons, donc c'est la situation avant. Le fait effectivement de dire aux gens, maintenant vous allez être contraints, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas dépasser votre quota, ou alors en achetant chez quelqu'un qui effectivement est plus vertueux, que vous devriez éventuellement les acheter, aller sur un système d'enchères, eh bien vous rationnez, vous établissez un système de rationnement, et vous limitez les droits de propriété sur de droits de tirage d'une certaine manière sur l'atmosphère qu'ont si vous voulez, qu'ont les propriétaires. Donc on peut tout à fait interpréter, si vous voulez, ces droits à polluer, non pas comme une extension de la sphère de la marchandise, mais au contraire comme une socialisation, finalement, des rapports, des droits de propriété par rapport à l'atmosphère. C'est un point bon, qui fait débat, bien sûr. Je vous donne ma position, la position d'un certain nombre de personnes. Nous pensons que c'est une gestion sociale de la contrainte et non pas une privatisation de l'environnement. Mais on pourra revenir là-dessus dans la discussion. Alors maintenant, le foncier dans la compensation, puisque c'est bien de ça dont il s'agit ici. Alors, vous avez des mécanismes comme le mécanisme de développement propre, qui est un mécanisme carbone. Je vais en parler rapidement parce qu'il est un peu moribond. Et en gros, c'était un mécanisme issu du protocole de Kyoto, donc des négociations climat, qui permettait la possibilité d'émettre des crédits carbone sur la base d'une activité de plantation d'arbres. C'est-à-dire que l'idée, c'était vous planter des arbres, donc vous fixez du carbone à travers, effectivement, la croissance des arbres, et ainsi vous retirez du carbone de l'atmosphère. Et l'idée de base, c'était que vous pouviez vendre à ce moment-là des crédits carbone qui seraient labellisés, certifiés, etc., à des entreprises du Nord, des entreprises allemandes, des entreprises françaises qui étaient supposées, elles, avoir des plafonds et donc avaient besoin de flexibilité. C'est ce qu'on appelait un mécanisme de flexibilité. Ce mécanisme a très vite tourné à l'échec et c'est important de savoir, de comprendre pourquoi. Du fait notamment, et on va avoir le même problème pour les sols bien évidemment, mais à cause des problèmes de plusieurs problèmes, mais essentiellement du problème de ce qu'on appelle la non-permanence. Qu'est-ce que c'est que la non-permanence? C'est le fait que quand vous plantez des arbres, vous allez stocker du carbone pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, etc. Simplement, comme la durée de vie d'une tonne par convention, hein, le GIEC a décidé qu'une molécule de CO2, sa durée de vie dans l'atmosphère moyenne, par convention, c'était d'une centaine d'années. Et on part de là pour les équivalences en termes de pouvoir radiatif. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Pour simplifier, ça veut dire qu'en gros, il faudrait que votre forêt reste 100 ans sur place pour pouvoir compenser, neutraliser, par exemple, une émission qui vient d'un pot d'échappement d'une voiture. Et alors, la différence, c'est que dans le domaine de l'énergie ou des transports ou de l'émission des gaz, quand vous évitez une tonne
d'émission, quand vous évitez une unité d'émission, parce que vous passez à une voiture électrique ou vous passez à un nouveau procédé, passer du charbon au gaz par exemple, etc., on considère que toutes les émissions évitées sont évitées définitivement, on ne reviendra pas en arrière, tandis que dans le domaine du land use, enfin de l'usage des terres, donc ça va être pareil pour les terres, pour la forêt, etc., l'agriculture, eh bien, il y a un problème de non-permanence. Vous avez mis, si votre forêt dure 5 ans, au bout de 5 ans, elle brûle, elle est abandonnée, eh bien, ça veut dire que, en gros, vous avez eu 5 ans d'effet, mais c'est 5% d'une certaine manière. Et en gros, c'est le problème de la non-permanence qui fait que si on vous a donné des crédits carbone et que vous avez vendu ces crédits carbone à une usine en Pologne qui aura dépassé son quota, ou en France ou en Allemagne, etc., vous voyez qu'il n'y a pas de neutralité. C'est-à-dire, en gros, le problème fondamental de toutes ces questions de terre, etc., et le CIRA de l'INRA sont en train de le découvrir avec le 4 pour 1000 et toutes ces histoires, et les gens de Land Degradation vont découvrir le même problème, s'ils ne l'ont pas déjà découvert, c'est qu'il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas d'équivalence, à cause du problème de non-permanence des activités. Une pratique agricole peut être abandonnée, donc elle peut séquestrer, mais ensuite le carbone stocké peut repartir, etc. etc. Et donc en gros, parce que, ça c'est une raison simplement, c'est qu'une molécule de CO2, ça dure, alors en fait ça dépend des conditions climatiques et autres, etc. Ça peut aller de 20 à 120 ans ou 150 ans, etc. Ça dépend. Le GIEC a dit 100 ans, voilà, on prend cet élément. Et c'est, bon, voilà, le méthane c'est un peu moins, je crois que je ne sais plus combien d'années c'est 12 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, chaque gaz a sa durée de vie et son pouvoir radiatif, c'est assez compliqué. Alors, vous avez maintenant l'instrument de compensation biodiversité. Alors, je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, mais c'est quelque chose qui est en plein développement, soit de manière réglementée. Alors, c'est réglementé aux États-Unis, par exemple. C'est réglementé en France, dans des tas de pays européens, dans des pays d'Amérique du Sud, etc. C'est-à-dire que vous avez des obligations de compensation selon la séquence dont on a longuement parlé ce matin, ERC, ou ça peut être volontaire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des entreprises minières qui décident, dans le cadre de la responsabilité sociale environnementale, mais aussi parce qu'elles ont, et on en parlait à table, des prêts, la Société financière internationale du groupe Banque mondiale par exemple, qui a des critères, des principes de l'Équateur, qui dit « je ne vous prête de l'argent que si vous mettez en œuvre des principes effectivement de compensation, etc., sinon pas de financement ». Donc il y a une pression quand même si c'est volontaire, il y a quand même des pressions, disons, par le jeu des financements. Et bon, c'était le débat avec Mélanie ce matin. Je pense que ces principes de financement, finalement, sont très importants. Alors, vous aurez toujours des boîtes chinoises ou indiennes ou russes qui, effectivement, ont leurs propres capitaux et les recyclent, bon, et donc ne seront pas tenus à ça. Mais beaucoup d'entreprises sont quand même dans ces systèmes contraignants et ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors, vous avez la séquence théorique, donc, éviter, réduire et compenser. On en a beaucoup parlé ce matin. Le problème est assez simple, je ne vais pas discuter de la compensation, est-ce qu'on compense vraiment ou pas, etc. Bon, il y a beaucoup de débats, on en a beaucoup parlé ce matin. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que la première injonction qui est d'éviter, elle est rarement mise en œuvre parce que nous sommes dans un monde dans lequel il faut absolument avoir de la croissance pour avoir de l'emploi, pour réduire les déficits, etc. Donc en gros, quand il y a des arbitrages politiques, et c'est bien du politique dont il s'agit, eh bien, est-ce qu'on évite vraiment? Alors Philippe Billet vous disait ce matin, en principe, on doit éviter que le projet soit fait en l'état si on ne peut pas éviter, réduire et compenser de manière satisfaisante. Très souvent, on n'évite pas, on fait quand même le projet, et puis, donc voilà. Donc en fait, fondamentalement, c'est bien le fait que nous sommes dans le monde dans lequel nous sommes, il faut absolument avoir de la croissance, donc des emplois, etc. Donc on va rarement éviter, donc les arbitrages politiques seront toujours dans le même sens. Alors il existe une compensation par l'offre, notamment aux USA, mais ça se développe aussi en France et dans d'autres pays. Donc des banques de compensation dont on a parlé ce matin également, qui ont le droit d'émettre des crédits correspondant à des habitats spécifiques qui vont être restaurés ou conservés. Alors là, bon, je ne vais pas revenir sur ça. Disons simplement que chaque crédit de compensation, unité de compensation, chaque crédit correspond à des habitats spécifiques, par exemple, ou à des espèces, et donc espèces habitats. Si vous voulez, là aussi, nous sommes devant un instrument qui fait appel à du marché, puisqu'il peut y avoir échange de crédits de compensation. Compensation par l'offre, c'est l'idée, mais c'est l'idée très simplement que vous avez des banques de compensation qui savent d'ores et déjà qu'ils vont commencer à acheter des terres ou faire des servitudes environnementales, on va en reparler, qui donc font en avance des actions de restauration ou de protection,
qui vont émettre des crédits correspondant à des habitats spécifiques, par exemple des zones d'estuaires humides, par exemple effectivement il y en a plusieurs, certains types de forêts ou autres, et qui vont émettre des crédits correspondant, alors tout ça validé par des consultants selon des critères et des normes fixés par l'administration, par les différentes administrations. Et ensuite, quand quelques années plus tard ou quelques mois plus tard arrive le barrage ou le développeur de route, etc., eh bien, les autorités, effectivement, disent à ces gens qu'ils ne peuvent faire leur projet que s'ils achètent des unités de compensation correspondant aux habitats qui vont être détruits ou dégradés. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, ces unités c'est un peu comme dans le monde de la finance, la différence entre une monnaie générale comme le dollar ou l'euro et des monnaies spécifiques ou complémentaires. Donc en gros, ce sont des monnaies complémentaires d'une certaine manière puisqu'elles n'ont de validité. Et en plus, elles n'ont de validité que dans une zone, que dans des zones relativement... On ne peut pas faire la compensation n'importe où. Si vous faites des choses en Floride, vous ne pouvez pas faire la compensation en Californie, par exemple, et encore moins au Congo. Et donc ça se fait dans des zones qui ont à peu près la taille d'un ou deux départements français. Bon, voilà. Bon. Mais il y a Fabien qui est là, qui pourra certainement en parler de manière beaucoup plus savante que moi, puisque c'est, moi, des choses que je ne connais pas directement. Alors... Après, on pourrait se poser la question, est-ce que ça ouvre un droit à détruire ou est-ce que c'est un moindre mal? Droit à détruire, il y a quand même des réglementations, c'est-à-dire qu'on est devant, effectivement, donc ce sont des systèmes très encadrés, très régulés, souvent, notamment quand il y a une compensation par l'offre, etc. Et, bon, Philippe Billet vous a indiqué comment évoluer le droit, la jurisprudence, etc. Je crois qu'il est difficile de parler de droit à détruire, même si le fait qu'on ne respecte pas l'injonction d'éviter, eh bien, peut poser un problème, mais je ne pense pas franchement que ça se voit comme ça. On peut le voir comme un moindre mal. Fabien, qui est là, parle dans un de ses papiers d'un verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, non, c'est pas toi qui fais ça. Bon, enfin, tu pourras en parler. tu veux pas. Bon, tu renies ce que tu as écrit dans le transparent que je reprends pourtant pour mon enseignement. Mais peu importe. Alors. RED+, donc mécanisme réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation, le plus étant pour des activités de plantation, de conservation et autres, de stockage de carbone. Bon, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça vise à rémunérer la baisse de la déforestation dans des pays ou éventuellement dans des projets, mais ça, bon, c'est un point un peu particulier. Ça s'est fait, mais c'est pas véritablement comme ça que disons que ça devrait marcher, notamment à travers la conservation des forêts. Bon, ça c'est le RED tout court. Et ces incitations, elles peuvent provenir soit des marchés du carbone, c'était le grand pari du départ, soit de financement public. Ce mécanisme a déclenché lui aussi énormément de débats et de craintes auprès des ONG, des chercheurs, des analystes, en disant finalement, si les forêts ont une valeur carbone, eh bien les États ou des projets vont commencer à vont avoir la tentation de cristalliser, c'est-à-dire de mettre sous cloche, de conserver des espaces, effectivement, un certain nombre de terres de forêt notamment, parce que on va avoir besoin, soit pour RED+, soit pour la compensation biodiversité, d'espaces libres pour compenser, pour conserver, pour planter, etc., etc. Donc, il y a effectivement une crainte dès le départ qui est assez fondée, quoi. Logiquement, on peut dire effectivement, c'est vrai que ça peut poser un problème, et c'est une des raisons, je pense, de cette session. Alors, je voudrais venir sur le fait qu'il y a deux perspectives critiques qui sont différentes sur ces instruments. C'est très schématique, c'est très bref. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a deux types de critiques. Il y a une critique qu'on peut appeler la critique externe, qui va être effectivement le fait de ce qu'on peut appeler la pensée critique, etc., qu'on va retrouver beaucoup dans les sciences sociales françaises ou anglo-saxonnes d'ailleurs, etc., qui insiste sur quoi? Sur la marchandisation et la financiarisation de la nature, la marchandisation étant l'échange effectivement de biens ou de services sur un marché, la financiarisation étant le fait que vous découplez l'actif physique d'un signe monétaire et qu'il peut y avoir deux circuits différents. Bon. Mais on ne va pas venir dessus, c'est simplement... donc beaucoup de gens disent tout ça c'est de la privatisation, de la marchandisation de la nature assimilée à une progression des enclosures, le fameux mouvement des enclosures qui fait la disparition des communs et donc une privatisation des terres. C'est première critique en disant finalement nous avons des mécanismes d'exclusion, de privatisation, etc. Vous avez un bel exemple de ça, de cette idéologie, c'est le fameux documentaire d'Arte qui a fait l'objet d'un bouquin avec Sandrine Fedel qui est la réalisatrice et en fait, comment il s'appelle, Bonneuil, je ne sais plus quel est son prénom, qui est au...
Christophe Bonneuil, effectivement, qui a été en fait l'aspirateur, finalement, probablement de ça, qui vous explique comment tous ces mécanismes sont des mécanismes de financiarisation, de marchandisation de la nature, finalement, et d'aliénation. Bon. Alors, le corollaire des enclosures, c'est automatiquement la marginalisation des populations, puisque les populations sont accusées, à tort paraît-il, donc d'être des moteurs de conversion des écosystèmes sur l'agriculture et l'élevage. Et quand il s'agit de RED plus avec l'État, là, la critique, c'est de dire, eh bien, finalement, les États vont arrêter ce qui se fait depuis à peu près 50 ans, c'est-à-dire le phénomène d'évolution et finalement de laisser les communautés gérer les espaces forestiers ou pastoraux, et ils vont recentraliser la gestion, et donc ça va se traduire parce qu'ils vont vouloir protéger les forêts pour avoir de l'argent de RED+, et finalement ça va se traduire par, disons, une marginalisation des gens. Ou alors ce sont directement par les activités de conservation, de restauration entreprises par le privé. Et à ce moment-là, donc la compensation va être accusé de continuer, voire d'accentuer la destruction de la nature à travers l'acquisition de droits, c'est-à-dire là nous revenons à la formule, la compensation ce sont des droits à détruire, c'est-à-dire que dès lors qu'on compense, on se donne le droit de détruire. Bon, en fait, il existe en général, bon, je pense que ce n'est pas le cas, mais on pourra revenir dans la discussion parce qu'il existe en général pas mal de règles et d'interdits, et quand on regarde très précisément comment fonctionnent les deux mécanismes, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Alors vous avez aussi une critique interne, qui est plutôt la mienne, hein, je le reconnais tout à fait volontiers. Là j'ai Kevin Anderson qui est effectivement, je sais plus, il est responsable de je ne sais plus quelle ONG, mais enfin qui explique dans ce papier qui doit être sur Nature d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a refusé. Il devait aller à un congrès à Londres, on lui demandait de compenser ses émissions de son déplacement. Il a refusé de le faire. Il explique pourquoi dans un papier d'une page très convaincant. Alors, d'abord, critique interne, c'est qu'il faut d'abord comprendre une chose. C'est qu'il y a une différence fondamentale entre les mécanismes de type cap and trade, dans lequel vous avez au départ une régulation qui fixe un objectif, un maximum. Et dans ce cap and trade s'expriment des préférences collectives de nature politique, puisque ce plafonnement découle de décisions politiques qui peuvent être autoritaires, qui peuvent être négociées, qui peuvent être effectivement avec des types de compromis politiques différents, mais peu importe. Et des initiatives prises de manière, comment dire, isolée, basées sur des projets par exemple, qui sont différents. Et pour le carbone, on comprend très bien. Le cap and trade, c'est de dire, voilà, vous ne pouvez, si vous voulez dépasser votre quota d'émissions, le quota que vous avez été attribué, eh bien vous devez trouver des gens qui vous vendent des crédits carbone. Donc si vous voulez être, vous devez trouver des gens qui ont fait des efforts, etc. Sinon, vous ne pouvez pas. Et alors du coup, ça limite forcément par le jeu mécanique du coût des efforts. Et si la régulation est forte, on va abaisser les plafonds. Et plus on abaisse les plafonds, moins vous aurez de crédits disponibles. Donc plus le prix va être élevé, le prix des crédits sur le marché, puisqu'ils seront rares. Et tandis que les mécanismes par les projets, c'est différent. C'est un peu comme la planche à billets. C'est un fonctionnement, vous créez des crédits, des droits, de manière ex nihilo, de manière illimitée. Et ça a été le cas pour le fameux MDP basé sur les projets, c'est-à-dire que autant en Europe, dans le système de Kyoto, les crédits étaient limités. Bon, ça a très mal marché, on a distribué tellement de crédits, on a surdistribué des quotas, donc finalement il n'y a pas eu de rareté, donc personne n'a été demandeur, c'était un marché complètement déséquilibré. Mais le MDP lui-même a contribué à cette surabondance et cette inondation de crédits par le fait que, eh bien, à chaque fois que vous faites un projet, avec un scénario de référence, hein, ça a été montré ce matin, mais enfin c'est toujours le même système, vous faites un scénario, une ligne de base, hein, et vous comparez par rapport à ça, eh bien, en fait, potentiellement, vous faites autant de projets. Le nombre de projets de plantation, voire de projets RED+, de réduction, c'est potentiellement illimité. Donc vous allez peut-être dire, on verra que ce n'est pas toujours le cas, que vous avez réduit des émissions localement, mais l'émission de crédit est potentiellement illimitée parce que le nombre de crédits, le nombre de projets est totalement illimité. Donc d'un côté, vous avez un système cap and trade dans lequel vous avez un rationnement des crédits, donc l'apparition d'un prix qui est supposé incitatif si tout se passe bien. D'autre côté, vous avez un système qui fonctionne comme une planche à billets. C'est comme si vous injectiez en permanence effectivement de la monnaie dans un système effectivement fermé, et donc à ce moment-là, vous avez un effondrement des cours, enfin bon, et le MDP y a contribué. Donc c'est fondamental de comprendre, on peut parler de marché du carbone, de marché de droit, etc., etc. Mais pour moi, je fais une différence entre le système de cap and trade, qui est un système régulé, bien ou mal régulé, et le système effectivement basé sur les projets,
îlot et de manière potentiellement infinie. Alors, l'autre problème, c'est que la neutralité, elle se base sur des contrefactuels. Donc là, nous retrouvons toute la... Voilà, c'est la fameuse question. Que se serait-il passé sans le projet? Alors, notre collègue, je ne sais pas s'il est là, parlait ce matin d'un système dans lequel la ligne de base, c'était le passé. Oui, ça existe, mais très souvent on dit oui, mais il va y avoir des pressions, la démographie va augmenter, les besoins vont augmenter, etc. Donc en fait, on va émettre plus, ou déforester plus, ou dégrader plus. Donc en fait, la ligne de base, elle est toujours... Oui, excusez-moi, c'était là. Elle est toujours sur un futur qu'on projette. Et on en parlait avec Georges, enfin, il interviendra certainement. Bien évidemment, les projections qui sont faites, ce qu'on appelle les fameux scénarios de référence, vous imaginez bien qu'il est tout à fait rationnel pour les acteurs, pour tous les acteurs, de les gonfler. Enfin, les gonfler, entre guillemets, on ne sait pas si on les gonfle parce qu'on ne connaît pas le futur. Mais en tout cas, il est toujours évident que on va effectivement... c'est invérifiable, la science ne peut pas se poser, alors il y a des très beaux modèles, etc., mais quand on rentre dedans, on s'aperçoit que c'est du flan. Bon, il faut se taper les 150 pages et les fichiers Excel, etc. Mais quand vous avez le courage de faire ça, toi tu es en train de le faire pour ma cliente, j'avais pour le CAS, on s'aperçoit que tout ça, ça résiste pas à l'analyse la plus sommaire. Et comme ils sont invérifiables, ils sont manipulables, bien évidemment. Donc, et tout le monde, les producteurs, porteurs de projets, les acheteurs qui achètent des réductions d'émissions, oui, ils ont intérêt. Les certificateurs qui sont payés par un coût fixe, 10 centimes dans les projets RED, pour chaque tonne certifiée. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à ce qu'on en certifie le plus possible. Tout le monde a intérêt à ce que le système fonctionne. Et effectivement, qui est perdant? C'est nous tous, quoi. C'est le changement climatique, c'est la dégradation des terres, etc., etc. En gros, l'intérêt, tout le monde a intérêt à ce que l'intérêt commun, le bien commun, soit absolument foulé parce que tout le monde a des intérêts spécifiques, etc. Alors, l'autre problème de la critique interne, c'est de dire, de toute façon, la permanence, on vient d'en parler, de la compensation par la conservation et la restauration est incertaine, tandis que la destruction est souvent irréversible. C'est-à-dire, d'un côté, vous faites un parking. À l'autre côté, vous allez dire on va financer des crédits ou alors ils vont émettre des crédits soit des crédits carbone, soit des crédits, alors je ne sais pas qui n'existent pas encore ou autre. Donc vous avez effectivement ce problème de non-permanence qui est absolument fondamental et qui est un obstacle absolument majeur. Je ne parle même pas des problèmes de fuite, de leakage, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que dans la mesure où de toute façon la demande de produits ligneux, non ligneux, alimentaires, etc., la demande de terres agricoles, la demande de terres à construire, de lotissements, ne fait que croître avec l'accroissement démographique et avec l'accroissement effectivement des besoins, etc. Eh bien, comme cette demande est à la source de la destruction, de la dégradation, bien évidemment, le fait de protéger localement va très souvent simplement entraîner une augmentation des pressions ailleurs. Bon, c'est ce qu'on appelle les fameux de déplacement de land use displacement, déplacement effectivement dégradation, et donc ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre, et donc effectivement la neutralité n'existe pas. Donc voilà, ça c'est la critique interne effectivement qui est plutôt la mienne. Alors, question, quelle réalité des accaparements liés à la compensation? Alors je crois que là il y a un assez grand malentendu aussi, c'est que, alors premièrement, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais il y a quand même, je regarde quand même pas mal, je suis abonné à tous les machins critiques, Red Monitor et tout ça, etc. Bon, il y a assez peu de cas documentés. Les cas, je commence à les connaître par cœur, c'est à peu près les mêmes en Ouganda, en Éthiopie, ils tournent tous en boucle. On les retrouve dans les papiers, etc. Bon, il y a des cas, c'est incontestable qu'il y a des cas, etc. Alors, cela dit, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a un problème, c'est que très souvent, il y a un projet RED sur une aire protégée. Et souvent, l'aire protégée, elle existait avant. Et quand elle a été créée, effectivement, il ne s'agissait pas de question d'avoir des crédits, etc. C'était uniquement parce qu'il y avait des décisions prises par l'UICN et reprises par les gouvernements de dire il faut 10% d'air protégé, effectivement, à peu près, maintenant je ne sais plus à combien on est passé, je crois qu'on a augmenté, etc., qui sont très difficiles à faire, mais en tout cas, c'était pour des raisons de protéger la biodiversité, etc., etc. Bon. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que, et à Madagascar, on a de très jolis cas, c'est que ces aires protégées sont reprises en main, ces aires protégées qui fonctionnent mal, qui sont sous-financés avec effectivement, qui n'empêchent pas effectivement les gens de rentrer, effectivement, de faire un ensemble de choses, eh bien, elles sont reprises en main grâce au financement apporté par ces projets RED ou par, disons, ces systèmes de compensation écologique des miniers qui mettent de l'argent dans le CAS à Madagascar, qui est une aire protégée, une nouvelle aire protégée, etc. Et donc, du coup, le service forestier, les agents forestiers ont de l'essence pour faire des patrouilles, voilà, et ils vont en faire parce on leur demande de faire des résultats, etc. Ils vont dresser des amendes, ils vont mettre quelques types en tôle, et finalement, ça joue. Donc, alors, voilà, il y a une question, c'est que
Mis à part quelques cas de projets RAID, MDP, en Ouganda, en Éthiopie, au Soudan, avec des pays assez dictatoriaux, etc. Bon, ça arrive, effectivement, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas. Très souvent, c'est lié avec des aires protégées, et donc la question c'est, est-ce que, disons, d'une certaine manière, ces mécanismes permettent aux aires protégées de financer, de marcher comme des aires protégées, quoi. Bon, question c'est, faut-il des aires protégées? Comment faut-il? C'est peut-être une autre question qu'il faut se poser sur les aires protégées elles-mêmes, sur leur gestion, etc. Et voilà. Et donc là, il y a un débat qui sera certainement vif avec les ONG et les écologistes. Quant à la compensation biodiversité par l'offre, hein, alors, elle s'appuie très largement aux États-Unis sur des achats de terres. Bon, on achète des terres, il y a un marché, il y a des banques de compensation qui achètent des terres ou qui font ce qu'on appelle des conservation easements, qu'on traduit de manière imprécise, me disent les juristes, etc., par servitude environnementale, sauf qu'elles sont négociées, compensées, etc., alors qu'en France, les servitudes ne sont pas compensées et pas négociées, elles sont imposées par l'État. Et ces servitudes, elles ont, c'est-à-dire en gros, il y a un propriétaire, il ne veut pas vendre sa terre, très bien, on lui dit, voilà, vous avez une zone humide dans votre terrain, on va vous payer, soit d'un coup, alors je ne sais pas très bien comment ça marche, peut-être que Fabien pourra le dire, soit effectivement chaque année, etc., pour que vous continuez, alors je crois que c'est plutôt du one-shot, pour que ça soit à perpétuité, cette zone soit non développée. Voilà. Et à ce moment-là, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe ridicule, c'est pas la sole dans l'assolement, c'est le sol. Disons que donc la servitude est attachée au sol, c'est-à-dire quand il y a une vente de la terre, ben, vous vendez avec la servitude, comme en droit français d'ailleurs, vous vendez vos servitudes avec. Et bon, elles sont rémunérées aux propriétaires. Mais alors, là aussi, si vous voulez, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ces conservation easements, elles effacent le droit de propriété. C'est-à-dire qu'en fait, le gars qui accepte la servitude, il est payé, très bien, mais cette partie de la propriété, elle est socialisée. Elle est toujours à lui, mais il n'en a plus l'usage, il ne peut pas la développer. Donc là aussi, on est exactement comme le même système, on est plutôt dans un système, non pas de privatisation, mais au contraire de socialisation, là encore, disons des droits. Donc là aussi, je dirais, attention à l'intuition, on est devant quelque chose de... Alors c'est pas la même chose par exemple pour les PSE, paiements pour services environnementaux dont je ne parle même pas parce que ce n'est pas du tout dans la logique de compensation, mais qui eux sont provisoires. Les PSE, c'est tant que je vous paye, tant qu'on est payé, on conserve, mais le jour où on arrête d'être payé, on arrête de conserver. Tandis que là, c'est des servitudes perpétuelles, enfin, au moins à très long terme. Donc c'est quand même quelque chose du point de vue du foncier et du droit de propriété qui est assez intéressant. Quant à REDD+, bah, ça n'a pas conduit, bon, il faut dire que ça n'a pas été très efficace, ça n'a pas conduit à l'intérêt majeur des gouvernements pour une gestion plus conservatoire des forêts. C'est-à-dire que les craintes qu'on avait de dire les gouvernements vont rénationaliser les terres, etc. Bon, en fait, le land grabbing, ça existe, mais ça reste essentiellement à des fins agricoles, plantations incluses. C'est pas pour du carbone, c'est pas pour des compensations, c'est vraiment pour des choses très très classiques. Alors les projets REDD, c'est une belle courbe d'une de mes doctorantes, hein, voilà comment essor et déclin, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup, ça c'est le nombre de nouveaux projets REDD créés. Voilà, donc vous voyez qu'on a créé des nouveaux projets REDD de plus en plus qu'en 2010. 2010, après l'échec de Copenhague, etc., on a pratiquement, ça a baissé. Et pratiquement, bon, essor, déclin, économie virtuelle. Alors, les projets REDD, ben c'est comme REDD, sauf que c'est plus au niveau des États, c'est au niveau d'un projet, où un projet va, je conserve une forêt, et je peux émettre des droits carbone. Ces droits carbone me seront validés par un certificateur privé. Alors c'est vrai que, comme on le disait, il y a eu un effet sur l'accroissement des surfaces d'aires protégées, de nouvelles aires protégées dans certains pays, et on l'a dit, des nouveaux moyens apportés au contrôle. Ce que nous pensons, c'est que la dimension, dans ces projets REDD+, la dimension virtuelle l'emporte, et la conversation que j'ai eue tout à l'heure avec Georges ici me le confirme tout à fait, c'est que, en réalité, pour des raisons, et ça va compléter la discussion que nous avons avec Mélanie ce matin, eh bien, il est beaucoup plus, si vous voulez, intéressant. Alors, il y a un papier que vous pourrez lire, je pourrais vous le passer, hein, ça s'appelle l'économie virtuelle de REDD+. Qu'est-ce que c'est que l'économie virtuelle? C'est en gros, l'idée suivante, c'est que, d'abord, tout se joue dans le scénario. C'est-à-dire, plus vous prévoyez le pire, en termes de déforestation, dégradation dans le futur, plus vous pouvez éviter le pire. Vous avez des chances d'éviter le pire, quoi, effectivement. Donc, ça vous laisse pas mal de marge de manœuvre. Et donc, premièrement, vous avez intérêt à prévoir le pire et tout le monde a intérêt à vous croire. Le certificateur a intérêt parce que lui, il gagne un max. Et quant à la Banque mondiale, qui finance éventuellement, ou à l'entreprise qui voudrait compenser, ben, moins les crédits seront chers, plus on pourra faire de la compensation à bon coût.
Quant à la Banque mondiale, elle pourra effectivement enfin décaisser l'argent pour les aires protégées et finalement, surtout, j'ai eu quelques discussions avec des gens de la Banque mondiale qui étaient très conscients du problème, qui m'ont dit, écoute, laisse tomber, on est au courant du problème, l'important pour nous, c'est de pouvoir financer ces putains d'aires protégées, et voilà, et avec le carbone, c'est bon, parce que là, on a plein de monde qui nous donne, la Norvège nous donne de l'argent pour le carbone, donc il faut passer par le carbone, et on veut surtout pas savoir si ces crédits sont plus ou moins bidons, c'est pas le problème. Bon. Donc, personne n'y croit. Enfin, ils croient ceux qui sont, comment dire, qui sont à la télévision, quoi. Alors, deuxièmement, et là on revient sur un truc sur le land grabbing, c'est qu'en fait là, c'est une gouvernance privée. Les projets RED, c'est une affaire privée, avec des certificateurs privés. Autant le MDP, c'était le bureau exécutif du MDP qui était public, qui était un organe des Nations Unies, donc géré, régulé par les Nations Unies. Là, nous sommes dans une gouvernance totalement privée, avec éventuellement des acheteurs qui peuvent être publics, comme la Banque mondiale à travers son fonds carbone ou autre, etc. Et nous avons des certificateurs comme le VCS, qui est un peu dominant, c'est un peu comme le FSC en foresterie, si vous voulez, et des certificateurs comme le CCBA, qui est le Conservation Community Biodiversity Alliance, je ne sais plus comment, enfin bon, c'est autour des communautés, quoi, en gros, qui eux regardent le social. Le VCS, ils sont censés regarder, effectivement, est-ce qu'il y a vraiment des réductions, etc. Et en fait, alors d'un côté, ils sont totalement laxistes sur le côté scénario de référence. Ils disent, allez-y, en gros, plus c'est gros, plus c'est intéressant pour tout le monde. Et par contre, ils sont quand même très attentifs sur les questions des droits sociaux. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui avoir, alors premièrement, ces projets RED+, eh bien, si vous n'avez pas de certification VCS, bon, déjà aujourd'hui, même certifié, on n'arrive plus à les vendre. Mais il y a quelques années, on les vendait encore. Mais sans certification, c'est même pas la peine d'essayer de vendre un crédit, si vous voulez. Donc vous êtes obligé de passer par la certification, c'est un point de passage obligé. Et les certificateurs sont eux-mêmes, mettent des critères sociaux qui sont pas de déplacement des populations, etc. Ben, il existe les principes de la Banque mondiale, la FAO, etc., etc. Ils ne vont pas faire moins. Et le problème, c'est qu'effectivement, que font les porteurs de projets? Eh ben, ils n'ont pas le choix, ils sont coincés des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, alors ils ont une baisse du prix des crédits carbone, ils n'arrivent pas à les vendre, etc. Donc ça, ils répondent en gonflant les scénarios de référence pour dire ah, j'ai une réduction extraordinaire, quoi, alors que, c'est-à-dire en gros, ça aurait pu être pire. De l'autre côté, ben, il faut surtout éviter les conflits fonciers avec les paysans. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment être efficace d'une certaine manière, enfin c'est une manière d'être efficace, il y en a d'autres. C'est pas la meilleure, on est d'accord. Mais vous pouvez dire bon ben je mets des barrières. Si vous mettez des barrières, vous allez avoir des conflits avec les paysans, et là, le certificateur va dire qu'est-ce qui se passe, il va y avoir une campagne de presse dans le Guardian, etc., etc. La catastrophe, vous perdez votre certification, vous ne l'obtenez pas. Pas la peine, voilà. Donc, que font, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le moins possible. C'est-à-dire qu'on fait du virtuel, on fait du scénario de référence, on fait ce qu'on appelle du PICD, de conservation-développement, on va donner aux gens, on va faire de la riziculture améliorée, on va leur donner enfin, tout ce qu'on fait depuis 50 ans, quoi, en gros, etc. On va surtout pas mettre de conditionnalité aux aides. Bon, bah, oui, c'est embêtant, on va essayer d'éduquer les gens, etc. Mais surtout pas de conflit, parce que sinon, on ne peut pas être certifié. Donc, en fait, c'est pour ça, c'est ce que nous appelons l'économie virtuelle de RED+, qui vient compléter ce que mes collègues appellent aussi l'économie des promesses, qui est le fait qu'il faut absolument faire croire que c'est du marché, alors que c'est pas du marché, c'est bon. Alors, finalement, c'est quoi la compensation? Bah, c'est un peu peut-être une idéologie contemporaine. Premièrement, vous avez les entreprises et les institutions, l'AFD fait ça, mais d'autres, etc., le CIRAD le fera certainement un de ces jours, etc., qui sont désireuses de compenser leurs émissions ou le nombre de déplacements en avion, etc., veulent être neutre carbone, vous se rapprocher de la neutralité carbone, voilà. Et donc, on veut acheter des crédits carbone où on va faire de la compensation biodiversité, etc., dans le cadre de la RSE. Alors, dernier exemple pour vous dire que RED n'est peut-être pas tout à fait mort, c'est l'aviation civile internationale. L'aviation civile internationale se décide à dire qu'il faut quand même faire quelque chose parce qu'on est montré du doigt, etc. Et puis ces gouvernements, ils sont capables de faire n'importe quoi, surtout les Européens, ils pourraient bien nous mettre une taxe. Horreur. Taxe sur le kérosène, vous imaginez, ou sur les masses, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font ce que font toujours les grosses entreprises dès lors qu'il y a une menace de régulation, c'est-à-dire on dit mais ne bougez pas, on va le faire volontairement. On va le faire par le volontaire, ce sera beaucoup plus efficace, etc., ça coûtera moins cher. Donc ils ont dit voilà, on va continuer, les émissions vont continuer à augmenter 2020, 2030, etc., mais à partir de 2020, on va essayer de ne pas dépasser le maximum atteint en 2020. Et alors comme, bon, il y a les progrès techniques des avions, etc., mais on n'y arrivera pas, on va massivement recourir au marché de la compensation, et notamment des crédits RED. Alors on leur a dit, mais, enfin on leur a dit pas moi, hein, d'autres l'ont dit, oui mais alors RED c'est embêtant parce qu'il y a des problèmes, c'est pas non-permanence, etc., etc. Ils ont dit, bon, qu'à cela ne tienne,
on achètera 2 crédits RED pour compenser une tonne d'émissions. C'est-à-dire, en gros, on fait ça en quote mal taillée, etc. Donc RED le système RED+, c'est pas fini, ça va probablement repartir en flèche si l'OACI, qui doit cette année prendre une décision, etc. Mais il y en a d'autres. Il y a la Californie qui se pose pas mal de questions pour savoir s'ils vont effectivement mettre des crédits RED dans leur système de cap and trade californien, etc. Donc, alors, en gros, la question c'est ça. Est-ce que c'est un comportement citoyen? Oui, c'est parfois un comportement citoyen. C'est aussi souvent, pour les grandes corporations, un moyen d'éviter la régulation plus contraignante. Il faut surtout éviter des taxes, il faut surtout éviter, disons, qu'on nous mette vraiment des systèmes de cap and trade dans lesquels on nous impose des choses très dures. On va le faire nous-mêmes. Bon. Et le consommateur lui-même est appelé maintenant à compenser ses actions dommageables en achetant des crédits carbone. C'est-à-dire que vous avez sur le site d'Air France, si vous faites un voyage, on vous demande, voulez-vous vous compenser? Ou alors, comme on le disait pour Kevin Anderson, vous avez des tas de conférences qui sont effectivement compensées. Et on vous demande de verser pour des projets, effectivement, des projets RED, des projets de compensation, etc. Et donc la question, c'est finalement, est-ce que nous ne sommes pas devant une sorte de nouvel avatar des indulgences? Vous savez, ces fameuses indulgences que l'Église catholique, au Moyen-Âge, mais même assez tard, dans la Renaissance, etc., quand vous aviez péché, eh bien, vous pouviez vous racheter vos péchés en achetant des indulgences que l'évêque vous vendait. Ça permettait effectivement de financer l'Église, etc. Et vous aviez l'assurance de ne pas trop passer de temps en purgatoire ou d'aller directement au paradis, selon votre généralité. Bon. Donc en gros, voilà, nous sommes probablement devant aussi le mythe des indulgences, d'une certaine manière, qui reviennent pour s'acheter une bonne conscience, effectivement. Ça permet de ne pas trop changer nos comportements. Donc oui, il y a effectivement des questions sur à quoi sert idéologiquement la compensation, etc., etc. Alors il y a des intérêts derrière, et je finis là-dessus. Hein. Les intérêts, c'est clair, c'est une opportunité de financement pour les porteurs de projets, les investisseurs carbone, bien sûr, les ONG de conservation, les ONG de développement, qui disent, bon, écoute, Carsatis, on est d'accord, etc., mais tu comprends, avant, on n'avait pas d'argent pour la conservation, maintenant, on en a, alors, écoute, mets-la un peu en sourdine, c'est pas très grave, finalement, après tout, même s'il n'y a pas d'équivalence, etc., ça nous permet d'être financés, etc., bon, pareil pour la Banque mondiale, je vous en ai parlé tout à l'heure, et bien sûr, l'intégrité environnementale ou globale, c'est-à-dire la question de l'efficacité, vient à ce moment-là en second, au profit de l'efficacité locale et du financement des projets de l'ONG. C'est pas faux, parfois, par exemple, si ça vous donne de l'argent pour financer une biodiversité endémique, je ne sais pas, les lémuriens à Madagascar dans un endroit, c'est vrai que oui, ça peut être intéressant de financer cette biodiversité locale spécifique, etc., même si ça se fait avec de l'argent carbone qui n'est pas du tout, lui, garanti, il n'y a pas de neutralité derrière. Et surtout, le dernier point, c'est que finalement, le développement énorme d'une gouvernance privée de la compensation, les labels, les certificateurs, l'expertise, et j'en suis un, j'ai quand même, disons, j'ai ramené beaucoup d'argent en expertise, même si c'est de manière plus ou moins critique sur les questions, effectivement, marché, etc. Finalement, ça fait que beaucoup de gens, beaucoup d'organisations, beaucoup de bureaux d'études, etc. C'est un secteur d'activité économique nouveau qui peut être très lucratif et finalement, personne n'a intérêt à cracher dans la soupe de ce point de vue, parce que bon, il faut bien effectivement ramener des ressources propres. Voilà, et puis je crois que j'ai terminé. Je laisserai mon collègue Gori, effectivement, vous donner sa propre vision de la compensation. Voilà. Pas tout le temps, là. Donc bonjour, Fabien Quétier, je travaille dans un bureau d'expertise et de conseil qui s'appelle Biotop et qui est assez engagé sur ces questions de compensation, en tout cas au titre de la biodiversité. Donc on est un acteur de ce nouveau secteur économique, enfin nouveau plus ou moins, ça dépend comment on le décrit. En tout cas, j'aurais été intéressé d'avoir des précisions sur les critiques qui sont faites sur les terres qui sont mises sous protection, alors parce qu'elles n'étaient pas assez avant malgré des objectifs affichés, ou des nouvelles terres mises sous protection dans un contexte de compensation biodiversité. Enfin, ça contraste très nettement avec l'analyse économique qui dit que en fait, ces terres sont resocialisées. Mais donc ce constat que vous faites très bien, il ne remet pas en cause finalement l'axe principal de la critique qui est faite, qui est les conditions de gouvernance dans lesquelles cette socialisation se fait, oui, l'évacuation des intérêts des populations locales dans ces décisions-là. Et c'est particulièrement vrai dans des
dans des contextes, par exemple d'Afrique centrale que vous connaissez bien, où la propriété est essentiellement publique et les communautés locales n'ont pas forcément beaucoup de mots à dire, quoi. C'est pas une analyse. La socialisation, c'est pas une analyse des économistes, hein, c'est mon analyse qui est partagée par un certain nombre de collègues. Disons dans un débat pour savoir, en gros, si nous sommes dans, si tout ça, c'est des histoires de privatisation, d'exclusion, d'enclosure, etc. C'est un vieux débat. Hein. Il y a une quinzaine d'années, quand on faisait une introduction sur les marchés de droit pour l'environnement avec Jacques Weber, on s'est engueulé pendant la rédaction commune de l'introduction générale parce qu'on avait deux positions totalement différentes sur ce point de vue. Et d'ailleurs, dans cette introduction de la revue Tiers-Monde, on a nos deux positions qui sont affichées clairement dans un grand encadré en disant ben voilà le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre, etc. Bon. Donc c'est pas un point de vue, disons, qui est unanime, c'est simplement une analyse que je veux bien discuter avec vous. Disons, là, encore une fois, je n'exclus pas, et je n'exclus absolument pas que il y a des phénomènes d'accaparement, de marginalisation, etc. Et ça se passe. Ça se passe quand un certain nombre de conditions politiques et sociales s'y prêtent. Je pense que ça s'y prête beaucoup plus éventuellement en Éthiopie, au Sud-Soudan, etc., que éventuellement au Cameroun ou à Madagascar. Où là, quand il y a eu des tentatives qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec, très souvent avec le carbone ou quoi que ce soit, on a vu effectivement que les paysans ne se laissaient pas faire, que les ONG, etc., etc., etc. Donc, alors, je crois que, en fait, moi, alors peut-être que je me trompe, si tu as des éléments à apporter, je pense que moi, chaque fois que j'ai vu en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment très lié à un contexte d'aires protégées qui très souvent été créé avant. Et il s'agissait de consolider une aire protégée qui, en théorie, de toute façon, aurait dû fonctionner telle qu'elle était supposée fonctionner. Question: faut-il des aires protégées? Alors, je pense qu'il faut des aires protégées, et je pense même que dans un certain nombre de cas, il faut des aires protégées qui soient vraiment avec une préservation très stricte, même si nous savons que nous avons une graduation d'aires protégées, puisque ça va de la catégorie 1 à la catégorie 6 dans l'UICN, que probablement nous ne faisons pas assez d'aires protégées de catégorie 6 ou 5, que parfois des aires protégées de catégorie 5 ou 6 sont détournées finalement de leur finalité et sont gérées comme des aires protégées de catégorie 3 ou 4 parce que, pour différentes raisons. Mais je dirais qu'il s'agit, à ce moment-là, ce n'est pas l'instrument qui est en cause. L'instrument compensation ou l'instrument projet RED+, puisque finalement va apporter des financements pour que le système air protégé effectivement fonctionne comme il devrait fonctionner. Donc à ce moment-là, voilà, je pense que c'est pas l'instrument n'est pas porteur particulièrement d'une logique, etc. Je pense qu'il va rencontrer quelque chose qui l'a précédé, qui est l'air protégé, et il va éventuellement traduire un durcissement de cette aire protégée ou des choses comme ça, etc. Donc, moi, je poserais le problème comme ça, en disant, parce que personnellement, c'est la discussion que j'avais avec Mélanie ce matin, je crois que quand on voit, par exemple, toute la discussion qui est ce matin sur le fonds de dégradation des terres, quand on voit comment les fonds, effectivement, disent on doit absolument s'attacher à respecter les critères de la FAO sur les directives volontaires sur le foncier, sur les critères de la Banque mondiale, de la SFI, sur le non-déplacement, etc., ce sont des choses qui sont extrêmement, qui paralysent des tas de projets de développement, des tas de projets de conservation, etc., etc. En tout cas, qui sont financés comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas de réponse absolument catégorique. Je dis simplement qu'il ne faut pas perdre de vue que finalement, il y a un télescopage avec la question des aires protégées. Alors, on peut très bien dire, les aires protégées, c'est de l'accaparement des terres verts, oui. Mais d'accord. Mais ça fait un siècle que c'est comme ça. Dans ce cas-là. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors, en faut-il, en faut pas? Comment est-ce qu'on doit les gérer, etc., etc. Mais j'ai dit, c'est un autre débat. En gros, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le soleil, sauf que maintenant, ces mécanismes apportent du fric pour, effectivement, les faire marcher. Voilà. Oui, moi, je me demandais si, au fond, le débat est-il vraiment entre privatisation et socialisation, mais pas plutôt dans une autre dimension, concession, en fait, régime de concession type colonial. C'est-à-dire qu'au temps colonial, en fait, les compagnies se partageaient le gâteau. C'est-à-dire tout ce qui pouvait rapporter de l'argent, par exemple l'économie de traite,
était une économie qui était finalement assez lucrative, puisque les paysans produisaient, de toute façon, ils n'avaient pas de marché, donc on leur donnait enfin un marché avec des tout petits prix. Et donc c'était très lucratif pour quelques commerçants, à condition qu'ils aient une exclusivité. C'est l'exclusivité qui faisait la richesse du commerçant. C'est pas le prix des produits, il gagnait pas grand-chose, mais en tout cas c'était l'exclusivité. Donc c'est ce régime de concessions coloniaux. Est-ce que c'est pas une résurgence en fait d'un régime de concessions, là où on peut effectivement faire un peu d'argent avec des projets de carbone, évidemment un peu trafiquer sur les bords. Finalement, au fond, est-ce que c'est vraiment la conservation qui est l'enjeu? Ou est-ce que c'est simplement on se partage en fait des territoires? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas plutôt ça le sujet en fait de ces programmes RED? Parce que moi, ce que je constate, c'est que donc j'en discutais avec toi tout à l'heure. Ces programmes sont bâtis, non pas, ces programmes ne sont pas bâtis sur des aires protégées qui ne marchent pas. Là, je suis pas d'accord du tout. Ces programmes ont été créés sur des zones qui n'étaient pas protégées. Donc, par exemple, Makira, c'est une nouvelle aire protégée. Il y avait une forêt classée, mais cette forêt classée, c'était sur le papier. On a créé une aire protégée pour faire un projet pilote RED. Donc, c'est bien une nouveauté. Donc, et on remarque qu'en 12 ans, l'étendue de cette aire protégée a doublé. Donc, on est dans une logique en fait d'expansion et donc d'affectation de cet espace à une ONG qui a tout pouvoir. Elle a le pouvoir, par exemple, d'exclure des chercheurs. Elle a tout pouvoir sur ce milieu. Donc on retombe sur le régime de concessions coloniaux où en fait les commerçants pouvaient exclure des concurrents, des rivaux, des gêneurs, des gens qui viennent voir, etc. Alors, factuellement, il me semble me souvenir que la création des nouvelles aires protégées à Madagascar, c'était quoi, 2002 2003 Je ne sais plus, 2002 non, 2003, 5 2003, c'est les nouvelles aires protégées. Et Bon. c'est 2002. En tout cas, c'était quand même antérieur, et la réflexion sur les nouvelles aires protégées ont été antérieures, disons, à tout ce qui était le développement des projets RED qui ont commencé à partir peut-être de 2006. C'était sur l'aire protégée, mais bon, disons que c'est vrai, mais je le dis d'ailleurs à un moment donné, que c'est vrai que dans un certain nombre de cas, ça suscite, disons, un développement des aires protégées qui, des fois, effectivement, ne préexistent pas. Donc ça, c'est clair qu'il y a ce phénomène qui est de dire ça va permettre notamment de faire de nouvelles aires protégées parce qu'on aura des moyens de les financer en plus, parce que ça c'est un premier cas. Alors maintenant, est-ce que c'est des systèmes de concession? Pas forcément, puisque disons que... Alors, il faudrait discuter si une aire protégée, peut-être, est-ce qu'elle peut être assimilée à la concession? Ça demande là aussi des définitions et des critères. Bon, moi, je vais aller très vite, je ne pense pas que ça soit, disons, la même chose. Alors, par contre, je ne pense pas qu'il y ait besoin, disons, dans cette affaire, si on revient à la question... Bon, la question du carbone, on ne fait pas d'argent avec le carbone aujourd'hui. On capte des financements publics éventuellement, mais on ne fait pas d'argent. Disons qu'on a cru qu'on allait faire de l'argent, mais à Londres, vous avez, dans Red Monitor, il y a la chronique toutes les semaines. Si vous êtes abonné, vous avez effectivement combien de boîtes carbone sont en faillite, etc. Les types sont en fuite à peu près partout, ils sont pour escroquerie, etc. Donc, on ne fait pas vraiment d'argent avec le carbone aujourd'hui. Si on boucle sur la question du land grabbing, je pense qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que ce n'est pas forcément avec la concession qu'on fait de l'argent, mais on fait simplement de l'argent à travers le fait que... C'est pour ça que je ne crois pas non plus trop à ces histoires de land grabbing, qu'ils soient verts ou pas verts d'ailleurs, même s'il y a une réalité qui existe de ça. Hein. Encore une fois, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les chaînes de valeur se contrôlent effectivement dans la commercialisation, dans les contrats, etc. Et qu'on a un développement massif de l'agriculture contractuelle, l'outgrowing, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin, parce que c'est trop risqué, on va avoir des problèmes de réputation, etc. On n'aura pas besoin d'aller piquer les terres aux paysans parce que ça va poser trop de problèmes, ça va poser trop de conflits, etc., etc. Alors surtout quand en plus on est dans un système très socialisé avec l'argent de la Banque mondiale ou avec des certifications volontaires, on va éventuellement faire des productions. Et je pense que c'est ce qui se passera pour le Land Degradation Network avec le fonds Mirova, c'est-à-dire qu'on va laisser les paysans sur leurs terres, on va simplement les équiper, les former, leur donner du microcrédit, etc. Mais on va leur dire maintenant l'exclusivité, c'est que vous nous vendez votre soja, votre cacao, etc., etc., à des prix qui feront en sorte qu'ils nous arrangent. Bon, c'est pas non plus très nouveau, mais je pense que c'est véritablement comme ça que disons, va se faire finalement le modèle économique, notamment du Land Degradation Neutral ou autre. Bon, quant à la question du carbone et des aires protégées, maintenant le problème se pose.
ça ne rapporte plus d'argent pour l'instant. Peut-être qu'avec l'aviation civile, il y aura peut-être une nouvelle phase. Bah, ça va être comment est-ce que maintenant ces aires protégées, est-ce qu'on va les faire, les défaire, ou comment est-ce qu'on va les financer? Mais je dirais que les deux histoires se déroulent. Je suis d'accord qu'il y a une imbrication souvent et des éléments de précédence qui peuvent se discuter. Je pense quand même que l'histoire des aires protégées et l'histoire de la compensation, ce sont quand même deux histoires qui sont quand même séparées fondamentalement. Même si à un moment donné, leurs trajectoires se rencontrent. Mais si tu veux, par nature, c'est quand même deux histoires différentes, quoi. Si tu veux, c'est quand même... ce qui finance les aires protégées à Madagascar, ce sont quand même les trust funds. Bon. Et ça, c'est pas du carbone, c'est de l'intérêt. C'est du placement financier sur les marchés protégés avec un capital de départ. Voilà. Ça, c'est quand même le modèle économique dominant. Le reste, c'est anecdotique, hein, quand même. Pour les parcs nationaux ou pas pour les nouvelles aires protégées? Bah, jusqu'au jour où elles rentreront éventuellement dans les trust funds, puisqu'il y a pas mal de choses qui se feront. Mais la question des nouvelles aires protégées, c'est qu'effectivement, pour l'instant, ils vont avoir un problème, peut-être pour les maintenir, oui, c'est possible, mais bon. Encore une fois, c'est pas... oui, ça se croise quand même, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a quand même des concurrences aussi entre ONG, donc entre projets. Ces régimes de concession, c'est des régimes de concurrence entre des projets qui cherchent chacun à agrandir et tenir un territoire. Oh, ok. Oui, moi j'avais une question, Alain. D'abord, merci beaucoup pour tous ces éclairages. En fait, ma question, c'est par rapport à ce phénomène de socialisation. Peut-être c'est un peu ce que voulait dire Georges. J'ai l'impression que par socialisation, il y a une forme de transfert de mode d'appropriation, de forme d'appropriation de certains groupes à d'autres groupes. Et alors, ça m'évoque une réflexion que mènent certains sociologues sur le fait que quand on raisonne en termes de capital environnemental sur une assise territoriale, on a remarqué que finalement, il y avait une certaine forme de dépossession du capital environnemental des autochtones du territoire par des allochtones, grâce à la mobilisation de savoirs experts qui fournissent une représentation tout à fait différente de ce capital naturel, beaucoup plus en vogue par rapport à des instances de décision que celle que pouvaient produire les autochtones. Et je voudrais savoir, parce que ça m'évoque un parallèle en fait avec ce que tu décris, je voudrais savoir si ça a du sens comme interprétation. Ça peut avoir du sens. Ce que je peux dire d'expérience, c'est que oui, ce phénomène d'appropriation, par exemple la représentation carbone d'une forêt, etc., qui était très décriée, a eu du sens, mais alors l'effet boomerang a été terrifiant. Parce que des tas d'ONG se sont répandus en disant vous allez voir, vous allez avoir l'argent du carbone, ça va être formidable, vous faites ceci, vous arrêtez de défricher, etc. Et comme l'argent du carbone n'est jamais venu, parce que finalement il n'y a jamais eu vraiment d'argent, enfin il y a eu un peu de fric, mais il n'y en a jamais eu autant, en tout cas par rapport aux promesses. Si vous voulez, ça a été, le retour a été très très difficile parce que les paysans s'étaient vite approprié cette représentation carbone puisque derrière ça voulait dire du fric. Bon, donc c'est pas quelque chose d'inconnu pour les paysans non plus. Si tu veux, si tu transformes carbone en dollars ou en euros ou en francs CFA, je pense pas qu'il y ait des problèmes d'appropriation absolument fondamentaux pour les paysans. Bon, et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a eu des moments où des ONG ne pouvaient plus retourner parce qu'ils avaient promis monts et merveilles en termes effectivement de financement. Le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à vendre leur crédit carbone ou pas à les certifier, etc. Et ils n'arrivaient plus à les retourner sur le terrain parce que les paysans leur disent vous avez mangé l'argent du carbone, etc., etc. Donc oui, il y a des... Enfin bon, c'est une problématique que je connais mais qui m'est pas familière et bon, j'ai quelques doutes. Enfin, disons que les paysans, ouais, ben c'est pas... Je veux dire, j'ai jamais vu des paysans qui mythifiaient tellement leur forêt, quoi. Très vite, on est capable effectivement dès qu'on parle argent, ben, très très vite, en tout cas, les gens sont capables de passer d'une représentation à une autre d'une manière absolument rapide et spectaculaire et très efficace. Bon, et par ailleurs, disons que ben, demain, s'il n'y a pas d'argent du carbone, ben, les gens vont retourner je dis pas à d'autres registres de représentation et de légitimation. Voilà, ce qui m'a toujours paru étonnant, c'était la manière dont les gens, mais c'est bien connu dans le foncier, on le connaît ça depuis longtemps, Philippe va intervenir, comment les gens étaient capables de passer très rapidement d'un registre à l'autre de justification, de représentation, etc. Je dirais qu'il ne faut pas non plus prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Bon, type, ils sauvent. Moi, les histoires de forêts sacrées, oui, d'accord,
Et, y compris à Madagascar, des tas de forêts qui étaient sacrées, qui ont très vite disparu dès lors qu'ils ont vu que des étrangers rentraient dedans, etc. C'est un de vos prédécesseurs, Emmanuel Fauroux, qui m'avait expliqué ça. Dès lors qu'ils ont compris qu'il n'y avait plus d'esprit malin, c'était très vite fait. Hein, dès que, bon, voilà. Philippe. Oui, moi je voudrais revenir sur le débat justement autour que tu as évoqué, enfin que tu as repris tout à l'heure autour de droit de propriété, socialisation, etc. Que je trouve très, très intéressant, mais je m'interroge un peu sur le terme socialisation, ce que tu mets derrière. Parce que si j'ai bien compris, dans le cas des marchés carbone, on a de la création de nouveaux droits, enfin de droits sur des nouveaux objets, qui n'étaient pas l'objet de droits auparavant. Alors effectivement, ça peut amener à restreindre la pleine propriété. Sur nouveaux usages, pas sur des sur nouveaux usages, pardon, sur nouveaux usages éventuellement. Oui. Ça peut aboutir à restreindre effectivement la propriété pleine, entière et absolue qu'il y avait auparavant. Mais on sait que la propriété absolue et sacrée, c'est un mythe. Combi nous a expliqué ça depuis la Révolution française. Il y a toujours effectivement des restrictions au droit à la propriété. Et dans le cadre des compensations par l'offre, il y a effectivement une dissociation des droits et du coup effectivement le propriétaire accepte de céder ou de renoncer à certains des faisceaux de droits de sa pleine propriété privée et de les céder à un tiers, quoi. Donc on a plutôt, je pense, une superposition de droits, mais ce droit de ne pas aménager, est-ce que c'est le droit privé de la fondation qui l'a acheté? Enfin, tu vois, est-ce que c'est socialisé pour autant, quoi? Je trouve qu'il y a un débat que je trouve intéressant là derrière, mais j'aimerais bien voir si tu peux préciser un petit peu éventuellement. Ouais, le droit de développer ou de gérer, hein, dans la fameuse matrice, le droit de gestion, c'est aussi le droit de développement finalement, quelque part. Il y a le droit de transmission qui est cher à Jean-Pierre, qui a été oublié, et je pense que tu as raison de le souligner. Tu as également, bon, ensuite le droit d'aliénation, effectivement, c'est bien connu, mais oui, je pense que quand quand on est dans des situations... Alors, d'abord, je parlais des droits à polluer en général, hein, sur le carbone. Bon, je pense que c'est assez clair. Disons que il s'agit effectivement, il y a 20 ans, personne ne se posait la question, enfin, sauf s'il y avait des réglementations spécifiques dans certains secteurs, mais pour le CO2, personne ne se posait la question. On pouvait y aller, implicitement, on avait le droit de propriété illimité, donc d'émettre et donc d'usage. Sur les servitudes environnementales, les easements, bah oui, je crois qu'on perd, enfin, on abandonne de manière, en tout cas, on abandonne contre compensation financière, un droit, qui est un droit de développement, un droit de gestion, et le droit d'aliénation lui-même, et ça va avoir un impact. Donc, alors, qu'est-ce que j'appelle socialisation? J'appelle effectivement, disons, dans la matrice, enfin, je pense que tout le monde connaît ça en Néopole foncier, enfin, en gros, disons, un passage, disons, non pas comme on le dit classiquement dans la théorie évolutive, disons, de la gauche vers la droite, c'est-à-dire du droit d'usage vers toute une série de droits, le droit d'exclure, enfin, d'abord comment ça s'appelle, d'accès, de gestion, etc., d'exclusion, de transmission, et ensuite d'aliénation. Mais là, au contraire, on repart d'une certaine manière, on abandonne un des droits. Alors qu'on nous a toujours expliqué que la marche vers la privatisation, c'était ce mouvement irréversible qui, en gros, allait de la gauche à la droite de la matrice, c'est-à-dire qu'on allait vers le droit d'aliénation avec la propriété privée individuelle qui était effectivement la plus grande, etc. Même si nous sommes d'accord que nous vivons dans un monde totalement socialisé, où la liberté entière, y compris de détruire, etc., ne fonctionne pas parce qu'il y a un tas de droits, etc. Mais peu importe, disons que... Enfin, pas peu importe, mais je dirais que très clairement, toute l'idéologie, c'est de nous dire, effectivement, de manière ultime, c'est quand même ça. C'est le droit d'aliénation qui est la modernité, etc., etc. Or là, on va dans quelque chose qui me semble... voilà, on remet d'une certaine manière le droit de développement, on le remet d'une certaine manière... on le retire, donc au fond, cet espace, quelque part, il est plus finalement dans une appropriation commune, dans le sens où, alors, elle n'est pas commune, etc. Oui, d'accord, mais il y a encore des droits d'exclusion, éventuellement. Tu peux toujours empêcher un type de mettre son camping-car dans le truc, etc. Mais en tout cas, dès lors que le droit de développement est retiré, je pense qu'on est effectivement devant quelque chose effectivement, qui est un peu plus une socialisation. C'est un peu de la même manière que dans les problèmes d'indivision absolument terribles, quoi. C'est-à-dire que dans l'indivision, le fait qu'il y a des problèmes inextricables pour sortir de l'indivision, finalement, les terres en indivision, et nous, je suis bien placé pour le savoir en Corse, elles sont dans le bien, ça devient de facto des biens communs. Donc ça a été resocialisé
alors que ça avait été privatisé, etc. Bon, enfin, comme il y a tellement de co-héritiers, ça coûte, et comme la valeur est pratiquement nulle, etc., etc. Donc je crois qu'il y a effectivement des phénomènes de resocialisation. Alors on peut appeler ça déprivatisation ou, comment dire, alors il faudrait peut-être trouver un autre terme. C'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais en tout cas, dans la matrice, on part de l'autre côté. On retire un des faisceaux de droit. Alors on le retire de manière négociée, compensée, etc., etc. Hein, c'est OK, mais on le retire. Et la propriété, l'impossibilité de la propriété absolue de Combis, c'est quand même le fait qu'il signale qu'il y a des servitudes aussi en France qui sont des servitudes alors imposées, non négociées, etc., et qui sont enfin la même chose. Mais bon, donc ça limite. Mais là, ce sont des servitudes qui sont la différence, qu'elles sont négociées, compensées, etc., etc. Compensées financièrement. Oui. Non, je me disais par rapport à la question de Philippe et à ta réponse, c'est qu'il y a peut-être un terme qui est absent de ton exposé, qui, là, je ne suis pas très sûr, mais peut-être pourrait convenir, c'est que c'est quand même des logiques rentières qui se mettent en place, fondamentalement, d'accès à des crédits. Et je vois cette diapo sur le côté virtuel de l'économie liée au projet RED+. C'est la construction de scénarios du pire qui permet d'accéder à des rentes aussi. Il y a un aspect rentier dans toute cette économie qui se met en place, je trouve, qui est assez frappant, combiné avec ce que tu as dit, à savoir, c'est peut-être pas la question de l'accaparement des droits ou l'accaparement foncier est peut-être pas essentiel. Enfin, si, dans la construction des grandes aires protégées, mais ça, c'est une autre question, comme tu l'as dit, d'un certain point de vue, même s'il y a des liens. Mais c'est dans la privatisation de la gouvernance, en fait. Ça, par contre, tu l'as dit très clairement. Ça, par contre, c'est important. Donc, il y a à la fois des logiques rentières fortes qui se mettent en place. Il n'y a pas de business au sens du profit, enfin entrepreneurial, schumpeterien, mais il y a de la rente et il y a de la privatisation de la gouvernance. C'est plutôt cette combinaison-là qui est intéressante peut-être à mettre en avant. Ouais. Alors, RED, c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas compris. D'ailleurs, par un pays comme le Gabon, je parle, qui au début était tout feu tout flamme avec RED+, il y a eu des attentes rentières évidentes. Il y en a toujours dans l'économie. De toute façon, toute entreprise cherche une rente, même si c'est une rente d'innovation ou une rente de monopole, etc. Donc c'est une tendance assez naturelle de l'économie. Mais pendant très longtemps, beaucoup de gens ont cru que RED+, les Gabonais par exemple, ils pensaient, jusqu'en 2007 où le directeur de l'écologie est venu dans un colloque que j'organisais à Paris, etc., qu'on allait le payer pour les forêts sur pied. C'est-à-dire, en gros, le rentier total. Bon, c'est normal, il est gabonais. Enfin, pardon. En gros, j'ai des forêts, etc. Ça stocke plein de carbone, mais on va me payer pour tout le carbone, etc. Donc, tu vois, à 5 $ ou à 10 $ la tonne, ça faisait un paquet de fric. Et Ali Bongo, qui défraie un peu la chronique aujourd'hui, alors c'était effacé de YouTube, hein, mais c'était sur YouTube, a fait sa campagne électorale la première, et ça avait pas mal circulé dans le milieu en disant « Après la rente pétrolière, nous aurons la rente carbone ». Bon. Quand ils ont compris qu'en fait, RED ne fonctionnerait pas ça, on ne paierait pas pour un stock, mais on paierait pour un effort. C'est-à-dire que pour l'effort de réduire la déforestation par rapport à un scénario. C'est-à-dire, en gros, il faut bosser, quoi. En gros, il faut quand même faire des efforts. En gros, si par miracle, on était capable vraiment de prédire l'avenir, ou etc., d'avoir un scénario de référence approprié, ce qui pour moi n'a pas de sens, mais admettons, à ce moment-là, il faudrait quand même faire un effort, quoi. Parce qu'il faut faire mieux que le business as usual. Donc, qu'est-ce que c'est faire mieux que le business as usual, qui est le BAU, c'est le scénario. Là, il faut faire un effort, quoi. Donc, il faut faire des réformes, je sais pas, enfin, il y a différentes manières de faire, distribuer des foyers améliorés, etc., etc. Donc, si tu veux, même dans RED, il y a une version rentière, d'où tout le problème par la littérature autour des droits carbone, des carbon rights en anglais, qui pour moi est typique de cette incompréhension, de cette non-distinction que font les gens entre une vision rentière. Si c'est une rente, ouais, là il faut se poser la question, quoi. En gros, il y a des... Alors après, on peut dire les forêts appartiennent à l'État, etc. Mais dans la version de RED+, tu payes pour des efforts, donc tu vas rémunérer le type qui fait des efforts, la communauté, le paysan, éventuellement l'État, le propriétaire privé, etc., etc. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que RED, précisément dans sa logique, c'est quand même, dans la mesure où on veut éviter le business as usual, qui est zéro effort, bah, on doit faire des efforts pour être rémunéré. En principe. Évidemment, les stratégies des acteurs font en sorte, effectivement, de recréer des rentes. Mais exactement comme, disons, pratiquement les entreprises font dans la vie économique tous les jours, que ce soit en allant se mettre en Irlande et en négociant des rulings pour ne pas payer de taxes, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est à ce moment-là, et ils le font comment? À travers les fameux scénarios de référence, effectivement, où tout le monde a des rentes, le certificateur a des rentes, etc., etc., quoi. Mais je veux dire, même dans RED, il y a effectivement deux choses. Alors, sur la gouvernance privée, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est complètement nouveau, enfin, d'une certaine manière, c'est que on est passé du monde du MDP, du monde de Kyoto, au monde des engagements volontaires. Et engagements volontaires qui ne sont pas dérégulés, qui sont régulés mais par une gouvernance privée.
Et le problème, c'est qu'effectivement, cette gouvernance privée, alors elle produit, encore une fois, elle produit des effets qui ne sont pas si négatifs qu'on peut le penser. C'est-à-dire que d'un côté, on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts absolument évident. Ils ont intérêt après, aussi à avoir le plus de crédit, etc., parce qu'il faut faire tourner la machine. Et d'un autre côté, il y a quand même ils sont obligés de se tenir aux exigences sociales, etc., etc. Donc ils bloquent les acteurs qui voudraient effectivement céder à la tentation de l'accaparement, etc., des conflits. Et ça, Red Plus, par exemple, c'est ceux qui sont encore croyants de Red Plus, ils disent de toute façon, même si un jour il y a du pognon, on ne pourra rien faire parce qu'avec toutes les sauvegardes qui ont été mises dans les négociations climat, on peut quasiment rien faire parce qu'il faut s'occuper des pygmées, des femmes, des machins, etc. Il faut déplacer personne s'il y a un conflit, etc. Tout est bloqué. Ils disent de toute façon, c'est même pas la peine. On n'y arrivera pas parce que de toute façon, voilà. Et c'est le cas dans beaucoup d'endroits de développement. C'est pour ça que sur le LDN, tu vois, Mélanie, mes réserves sur, voilà, pas de fantasme non plus, quoi. Donc Fabien Quétier, c'est pas vraiment une question, c'est juste ça m'interpelle d'écouter ce propos qui ressemble étrangement, c'est presque du copier-coller avec ce que j'entends chez certains de mes clients plutôt aménageurs qui viennent avec des projets industriels ou des projets d'infrastructure. C'est un compliment que tu fais. Dans des régions et qui avec des forts enjeux de conservation de biodiversité, puis qui nous expliquent que tout ça vient en plus de toutes les sauvegardes sociales, etc. par exemple, qu'ils doivent respecter et qu'ils peuvent rien faire et que effectivement, ils sont soumis à un diktat de la part d'organisations de défense de l'environnement. Oui, d'accord. Je sais que ceci, c'est un discours tout à fait instrumentalisé. Bon, cela dit, évidemment, c'est comme les gens qui disent qu'on ne peut plus construire parce qu'il y a les normes handicapées, les normes machins, etc., etc. Donc, c'est effectivement le même problème. Bon, ouais, ok, il y a une instrumentalisation de ce discours, c'est très probable, mais je pense quand même que la vie n'est pas simple. Je vois les exploitants forestiers qui sont certifiés. Alors là, c'est plus le carbone, etc. C'est une autre affaire, c'est des commodités avec des marchés, etc. Garder aujourd'hui une certification FSC dans le contexte dans lequel le FSC est de plus en plus durci, parce qu'il y a Greenpeace qui pousse pour faire en sorte que ces grandes concessions industrielles soient évacuées du FSC, on peut quand même dire, c'est quand même pas simple pour eux tous les jours. Ils gagnent certainement plus d'argent que moi, et encore pas toujours, mais je dois dire que si je prends depuis 20 ans la condition d'un exploitant forestier il y a 20 ans, et celle aujourd'hui qui veut être certifié, etc., parce qu'il sait que son marché dépend de la certification, c'est quand même pas simple. Alors bon, leur boulot, c'est aussi d'essayer de contourner les règles le plus intelligentes sans que ça se voit trop, etc., je suis d'accord, etc., et que ça n'empêche pas le monde de tourner, mais enfin quand même, je crois que c'est pas... je pense quand même qu'effectivement, même les normes handicapées, c'est vrai que c'est un prétexte pour beaucoup de gens, mais enfin quand... On peut demander des dérogations. Oui, tu les as pas toujours. Ok, j'admets la critique, je pense quand même qu'il y a quand même des normes, quoi. Quand tu vois ce qui se passe sur le diesel sur les normes européennes qui fait les constructeurs vont très vite abandonner le diesel, dans 20 ans, il y en aura, même pas, dans 5 ans, il n'y en aura plus, quoi. Donc les normes, ça fonctionne, même si elles sont privées, volontaires, etc., etc., quoi.